Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Allez, c'est parti pour 52 minutes d'émission avec un grand monsieur en invité d'honneur, Dénès Prigent, auteur, compositeur, interprète, une voix qui vous transporte et vous transperce. Il vient de sortir chez Cobb Braze un 9e album, 1000 Ends, 1000 chemins qu'il emprunte depuis le début de sa carrière et qui nous font rêver. Un homme vêtu de noir, qu'on dit mystérieux, voire mystique. Eh bien, il nous fait le plaisir d'être à nos côtés ce matin sur le plateau. Notre coup d'œil dans le rétro, quant à lui, nous fera découvrir une archive INA avec un autre grand homme, le navigateur Éric Tabarly, que l'on retrouvera lors de la Transat anglaise en juin 1976, un document commenté par l'historien Erwan Le Gall. Nous parlerons aussi de vos droits, comme chaque semaine, en faisant un focus ce matin sur une question sensible, comment changer de nom ou de prénom. Eh bien, la réponse tout à l'heure avec Maître Geoffroy Aymonnet. Nous inviterons également nos amis québécois à cette table. La belle province sera à l'honneur ce matin avec la présence d'Ève Béthez, qui est responsable de la Maison du Québec à Saint-Malo. Et puis nous parlerons également de philo avec Karl Brozek, professeur de philosophie. Il évoquera le lien entre culture et identité. Sans oublier l'ami Billy que l'on retrouvera au jardin de Brocéliande à Bréal sous Montfort. Voilà pour le menu, ma chère Catherine. Côté météo, qu'est-ce qui nous attend, dites donc? Fromage ou dessert ou les deux? Pardon, fromage ou dessert ou les deux pour la météo? C'est la totale ou... Il y a à boire et à manger en tout cas. Mais on retrouve ces petits ronds rouges, les ronds jaunes, souvenez-vous, c'est ce qu'on appelle des ensoleillements, voilà, des éclaircies. Donc voilà, on quitte tranquillement le mois de novembre. Et puis pour ce qui est des températures, tout va bien puisqu'il fera 19 degrés à l'emballe. Alors, que demander de plus? Encore, c'est beau ça. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vous savez maintenant, vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live et on nous regarde et on nous écoute souvent de très loin. Alors n'hésitez pas à envoyer nous des petits messages. Voilà, c'est parti, 9h50 le matin, Bretagne, on vous retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Le soleil est là, derrière nous, vous voyez, dans ce décor, mais il est également sur ce plateau avec nos invités. Bonjour à vous, Ève, bienvenue. Vous nous amenez votre joli accent du Québec. On évoquera la belle province avec vous tout à l'heure. Bonjour Karl. Bonjour Laurence. La philo avec vous. Oui, la philo qui s'invite dans le quotidien, qui est toujours là finalement à nos côtés. Et pour le plus grand plaisir de tous, j'espère. Mais bien sûr. Et puis Geoffroy, avec qui on évoquera la thématique du changement de nom ou de prénom. C'est un sujet assez délicat, pas toujours évident à aborder, mais on saura tout grâce à vous. Voilà. Bonjour Dénès Prigent. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Vous êtes né dans Léon, près de Roscoff et de l'île de Bas. Très joli pays. Vous avez sorti le mois dernier chez Cobb Braze un 9e album qui s'intitule 1000 Ents, 1000 chemins, dont on parlera avec vous tout au long de cette émission. Vous avez une date de naissance qui me parle, parce qu'on est né le même jour, dites donc, on est né un 17 février tous les deux Verseaux sur ce plateau. On avait envie, au-delà de ça, bien sûr, de mieux vous connaître. Alors, je vous propose de tirer un premier petit papier. Allez-y. On va voir d'où ça vient, tout ça. Toute cette passion pour la Bretagne. Sœur Goadec, expliquez-nous cette histoire un petit peu. Sœur Goadec, pour moi, ce sont un peu mes grands-mères spirituelles, puisque en écoutant leurs disques, j'ai découvert toute la richesse du chant traditionnel de Bretagne. Vous aviez quel âge quand vous avez eu ce choc? Parce qu'on peut parler de choc. En fait, je les ai vus, en plus, je les ai vus tout jeunes au Relais Quérillon, dans un Fesnose. Ouais. Et j'avais été impressionné par cette humilité qu'elles avaient de monter sur scène. C'était des paysannes. Et dès qu'elles montaient sur scène, il y avait une énergie, des voix extraordinaires. Elles chantaient à l'unisson, en plus, avec une synchronicité absolument exceptionnelle. Donc de 3 voix, elles en faisaient qu'une seule, et avec un breton extraordinaire et un sens du rythme hors du commun. Et j'étais subjugué par cette musique qui est absolument unique, que j'avais jamais entendue jusqu'alors. Et depuis, c'est vrai qu'elles ont été pour moi ma référence. Et j'ai eu la chance aussi, plus tard, à l'époque où j'enseignais le breton au lycée de Carhaix, de rencontrer l'une d'entre elles. C'était la dernière, c'était Eugénie Goadec, qui m'a transmis directement, oralement, une des plus grandes guerres de Bretagne, qui s'appelle Eti Lisisa, qui est devenue par la suite ma guerre un petit peu fétiche, que j'ai dû chanter plus de 200 fois en concert. C'était un très joli cadeau. C'est un des plus beaux cadeaux de ma carrière, oui.
Enfin, ma carrière, c'est un grand mot, pas trop de mots là. Mon parcours musical. Je pense qu'on peut quand même parler de carrière. Parce que c'est vrai que je n'étais pas voué au chant au départ. Je n'étais pas destiné à être chanteur, c'est pour ça que je ne me permets pas de dire carrière, parce que j'étais plus destiné à être dessinateur, parce que ma première passion est le dessin. C'est le dessin. Et je suis venu au chant de façon complètement involontaire, je dirais. Oui. Pour l'involontaire, c'est pas mal. Oui. Vous restez avec nous, Dénès Prigent, tout au long de cette émission. On va maintenant retrouver notre ami Billy au jardin de Brocéliande à Bréal, sous Montfort. Bonjour Billy. Bonjour tout le monde, et bien nous sommes aujourd'hui de retour à Bréal-sous-Montfort, à notre superbe jardin d'essence. La dernière fois on avait fait le parcours à l'aveugle et nous étions donc vraiment émerveillés par cette sensation. Aujourd'hui nous avons Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Ça va bien? Mais ça va bien, ça va toujours bien dans les jardins. Alors aujourd'hui on va découvrir le parcours qui s'appelle Réveille tes sens, c'est ça? Réveille tes pieds. Réveille tes pieds, réveille tes sens, c'était le parcours à l'aveugle. C'est ça. Il y a tellement de choses à faire ici, on en est complètement perdu. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait ce parcours? Alors pourquoi ce parcours? Déjà, Réveille tes pieds, c'est un des incontournables des jardins. Un des parcours sensoriels qui en a fait sa plus grande notoriété. Les jardins sont très connus parce qu'on y vit plein de sensations très différentes. C'est pour ça qu'on est pieds nus en fait. C'est pour ça qu'on est pieds nus et on verra à la fin qu'on en tire tout plein de bénéfices, tout plein de bien-être. Mais ce sur quoi on a voulu en fait focaliser à l'époque, c'est toute cette notion de sensation que peuvent générer les éléments, les matières, tout au long d'1 kilomètre à travers le jardin. D'accord, donc là on a 1 kilomètre de parcours à faire. Même un petit peu plus, 1,1 km, sur différentes matières qui procurent effectivement différentes sensations. Déjà là on avait la paille tout à l'heure, on avait de l'ardoise juste avant, là on a les pavés un peu en schiste j'ai l'impression. C'est vraiment incroyable cette sensation sous les pieds là. L'idée c'est effectivement de créer plein de sensations, générer des émotions, créer une expérience pour le visiteur, mais à la base, c'est parce que l'APH, le Pommeraye à qui appartient les jardins, en fait, a pour vocation d'accompagner les travailleurs en situation de handicap dans l'intégration vers le monde du travail ordinaire. Tout à fait. Donc toute cette notion de handicap, de sens, et cette question autour de, finalement, qui est le plus handicapé, fait qu'on s'est posé ces questions de sens, de sensoriel, de matière et d'expression, et ça a donné naissance au parcours. Gérard la dernière fois, c'est qu'ici on inverse un peu les handicaps, c'est-à-dire que le valide va être non-voyant et le malvoyant du coup se retrouve complètement dans son univers. C'est ça, et on ressent, et on essaie de baser énormément sur le ressenti, sur les sensations, sur l'expérientiel. Et ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui ce qu'attendent beaucoup les visiteurs. Donc les jardins ont été précurseurs à l'époque en créant ce parcours Réveille tes pieds. Il y a combien d'années qu'il est créé là? Le parcours doit avoir à peine une dizaine d'années. Les jardins existent depuis plus de 20 ans. D'accord, ça marche. Bon écoutez les filles, je pense qu'on a bien compris le principe. Maintenant là, on va se retrouver tout à l'heure pour d'autres sensations parce que là, ça allait à peu près, mais on m'a dit que tout à l'heure, ça allait bouger pas mal. Donc on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les filles. Merci Billy. C'est un parcours, un jardin d'essence qui nous surprend tous ici, qu'on trouve vraiment extraordinaire, et Dénès en particulier. Je trouve. Oui, c'est vrai que moi j'ai un terrain assez grand, mais sur les 3/4 j'ai 3 hectares, mais sur les 3/4 ce sont des ronces. Ça va être moins sympa. C'est une idée, pour peut-être une idée. Oui, j'aimerais bien faire ça chez moi. Ça va être pas mal, le jardin d'essence sur les ronces. Ça changera un petit peu de piquant. À tester un peu de piquant avec vous ce matin. Dénès Prigent, allez, comment construisons-nous notre identité, Karl? C'est la question que vous avez envie de nous poser ce matin. Oui, et c'est une question difficile parce qu'il faut quand même s'entendre sur ce que veut dire identité. L'identité, ça pourrait répondre à 2 questions. D'abord, qui suis-je, évidemment, mais aussi comment est-ce que je me situe par rapport aux autres, par rapport à la société. Et donc, l'identité est forcément une construction. Et la culture a un rôle énorme dans l'identité. La culture, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qu'on construit à côté de ce qui pourrait s'apparenter à la nature. Les animaux ont une nature et s'en contentent très bien. Ils ont un instinct qui leur dit quoi faire. Nous, on n'a plus d'instinct, on n'a plus de nature. Alors, on va remplacer tout ça par une culture. On va être en construction perpétuelle. Et Edgar Morin, le philosophe Edgar Morin, dit quelque chose de très beau à propos de la culture. Il dit « L'homme est un être naturel par culture et culturel par nature ». C'est-à-dire que pour pouvoir se construire, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se situer par rapport aux autres, eh bien on a besoin de cette culture. Mais la culture, c'est ce qu'on choisit, puisque si on est tous autour de cette table, c'est parce qu'on a fait certains choix. Geoffroy a choisi de devenir notaire, Denez a choisi la musique, Emma a choisi la passion
raison pour laquelle... Oui, c'est vrai. Donc là, on a eu un petit revirement de culture. Et puis, vous, Laurence, qui êtes si à l'aise sur un plateau de télévision, c'est parce que vous l'avez choisi. Mais il y a aussi le regard des autres. Et le regard des autres, qui nous construit aussi, on n'en est pas forcément toujours responsable. Est-ce que ça fait partie de ce qui nous construit? C'est pas forcément quelque chose qu'on choisit toujours. C'est un peu comme notre prénom. Le prénom, on va en parler tout à l'heure avec Geoffroy, c'est très intéressant parce que notre prénom, on n'a pas choisi, mais il est toujours une sorte de marqueur pour nous. Moi, je peux raconter cette anecdote-là. Ça m'est arrivé 2 fois de rencontrer un homme qui s'appelait Kevin. Donc j'ai rencontré 2 Kevin et qui se sont présentés à moi la première fois en me disant « Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis désolé, j'ai pas choisi ». C'est-à-dire que déjà le type s'excuse de son prénom alors qu'il n'a pas choisi, il n'a absolument pas choisi. Mais il est obligé de faire avec. Et on pourrait se poser la question de savoir, par exemple, Dénèse, est-ce que vous chanteriez aussi bien en langue bretonne, est-ce que vous chanteriez aussi bien des chansons celtiques si vous vous appeliez Giovanni Prigent ou Jim Prigent et que vous étiez né dans le Bayou au siècle dernier? On ne sait pas. Est-ce que votre prénom a un petit peu... J.R. Prigent, pas mal aussi. Je suis content de mon nom parce que c'est vrai, dans Dénèse, il y a le mot Den qui veut dire homme, il y a Énès qui veut dire il, il y a Aîné qui veut dire âme. Donc là, je peux dire que je peux m'excuser. C'était quand même très bien. Je suis content. Très bien choisi, effectivement. Et puis on peut dire aussi à propos de la construction par la culture qu'il y a ceux qui se construisent en référence à la culture qu'ils ont eue depuis tout petit, leurs parents, leur entourage, et ceux aussi qui se construisent contre une certaine culture, en réaction à une certaine culture qu'ils peuvent très bien rejeter. Vous-même, posez-vous la question, chez vous, vous êtes à un certain moment de votre vie, vous avez une certaine personnalité, est-ce que vous avez construit cette personnalité contre votre culture d'origine ou est-ce que vous l'avez choisi par rapport, par référence, par amour de votre culture d'origine? Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante. 40 minutes pour réfléchir jusqu'à la fin de l'émission. On attend vos réponses sur la page Facebook. Oui, pourquoi pas. Envoyez-nous vos histoires. Allez, on essaiera de raconter quelques-unes. Merci beaucoup, Karl. Justement, on va rester dans la thématique de l'identité avec le nom et le prénom. Mais parfois, on veut en changer. Alors, comment fait-on? Je me tourne vers vous, Maître Monet. Comment ça se passe? Dites-nous tout. Ce sont des démarches d'état civil assez simples, gratuites. Pour le prénom, ça se passe en mairie. Et dans tous les cas, prénom comme nom, il faut un intérêt légitime. C'est-à-dire qu'on ne décrète pas soi-même qu'on va changer de nom, c'est pas à la carte. Il faut prouver aux autorités que ça porte préjudice ou qu'on a un intérêt réel à changer. Alors par exemple, il faut s'appeler comment pour que ce soit vraiment légitime? Ça sera tranché par l'officier d'état civil, mais il y a des gens qui veulent par exemple franciser leur nom dans une volonté parfois de s'intégrer ou d'être peut-être mieux perçu. C'est tout un débat d'ailleurs qu'on peut avoir, mais ça regarde chacun. Il peut y avoir des associations prénoms-noms qui sont inopportunes ou qui sont vraiment maladroites. Donc ça sera tranché par l'officier d'état civil pour le prénom. On peut rappeler quand même qu'on peut également choisir d'utiliser dans la vie de tous les jours, non pas officiellement, mais d'un point de vue de l'usage, son 2e ou son 3e prénom, qui peuvent être tout à fait préférables. Ça, c'est recevable. C'est recevable. Dans la vie de tous les jours, rien n'empêche de s'inscrire quelque part avec son 2e prénom, d'utiliser peut-être à son travail son 2e prénom, tant que sa carte d'identité révèle bien le 1er prénom. Mais ça permet un usage un petit peu plus souple. Alors, c'est vrai qu'on voit des choses incroyables. Abstinent, Zizi, Choupi, Zébulon, Nutella ont été refusés. Ça fait quelques années, depuis quelques années, tout est ouvert. C'est-à-dire que la loi n'impose pas de prendre un prénom dans une liste. C'est pour ça qu'on voit autant de nouveaux prénoms autour de nous. Il y a des gens très inspirés. Le seul rempart, c'est l'officier d'état civil qui doit se demander si ça ne va pas porter préjudice à l'enfant. Et c'est pour ça qu'on entend souvent dans les médias des exemples d'associations prénoms-noms ou de prénoms un petit peu bizarres. La clitorine est quand même passée. Oui, il y en a beaucoup qui sont passés. Là, je voyais tout à l'heure peut-être une petite fille qui s'appelle Dikaka. C'est vrai que Dikaka, c'est peut-être pas opportun pour un enfant. Peut-être que ça veut dire quelque chose de beau dans une autre langue. C'est ça. Aujourd'hui, ça permet également à beaucoup de gens qui ont des origines différentes, des cultures différentes, justement d'asseoir une identité, mais qui peuvent être source de moquerie pour d'autres. Alors ça oblige forcément un peu à s'écouter et à la tolérance, d'une certaine façon. Alors qu'en est-il du changement de nom, justement? Le changement de nom, toujours le même critère, un intérêt légitime. Et là, c'est un petit peu plus sensible puisqu'on va perdre vraiment son identité familiale. Mais on peut comprendre que des gens qui aient des noms qui soient source de moquerie
connotation sexuelle, connotation animale, référence à un triste personnage. Si vous vous appelez Hitler ou des noms comme ça, on peut comprendre que les gens cherchent par une seule lettre ou une seule syllabe à inverser pour essayer de changer le nom. Donc là, c'est une procédure qui est un petit peu dans le même goût, qui est administrative, un petit peu plus technique. On dépose un dossier, ça doit être accepté. Et in fine, c'est un décret qui prononce le changement de nom. Okay. Voilà. Quelle démarche faut-il entreprendre après un changement de nom? Est-ce qu'il y a des choses justement... Des démarches d'état civil, justement, pour aller changer son livret de famille. L'acte de naissance va être changé. Puis pour ceux qui sont propriétaires de biens immobiliers, il vaut mieux également en parler à son notaire, justement, pour pas qu'il y ait de confusion sur le bon propriétaire des biens. Et le nom de mon conjoint? Là, c'est la distinction, c'est assez intéressant de bien rappeler la distinction qu'il y a entre le nom d'usage et le nom de naissance, le nom vraiment patronymique. On connaît tous le nom d'usage. Aujourd'hui, c'est très ouvert. On peut utiliser le nom de son conjoint, homme ou femme d'ailleurs. C'est vrai que depuis toujours, on fait référence au fameux nom d'épouse, mais l'inverse est aussi vrai. C'est un simple nom d'usage, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Nous, notaires, on le sait très bien. Le seul nom qui compte, c'est le nom officiel, le nom de naissance. D'accord. Peut-on porter le nom de ses deux parents? Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent, donc c'est le cas. Il y a deux cas, je dirais. Le nom des deux parents peut être donné à la naissance. Ça reste assez rare, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Et à ce moment-là, on gardera toute sa vie le nom de ses deux parents. Et il faut que les parents donnent aux autres enfants le même double nom. Sinon, on ne s'y retrouverait plus. Et puis, vous pouvez aussi, en cours de vie, adjoindre en tant que nom d'usage uniquement le deuxième nom de vos parents pour faire ce double nom, mais qui va juste être un nom d'usage. Ce ne sera pas le nom officiel. Vous aurez un seul nom, le nom de votre père par exemple, et puis à 10 ans, à 12 ans, ou même lorsque vous êtes adulte, vous pouvez choisir d'avoir le double nom. Très bien, merci beaucoup Maître Aymonnet pour toutes ces précisions. Prigent, de toute façon, vous êtes content de votre nom, tout va bien. Oui, mais j'ai gardé Dénès finalement. Maintenant, c'est mon nom d'artiste sur scène, mon nom scénique, c'est Dénès, puisque tout le monde m'appelait comme ça en fait. Alors Dénès, j'ai enlevé le mot Prigent. Voilà. Oui, c'est votre nom d'artiste. Effectivement, on voit maintenant sur votre album. On voit plus. Et sur le précédent aussi, c'était pareil. Le précédent aussi. Avant de discuter plus longtemps avec vous, Dénès, justement, je vous propose qu'on écoute d'abord un extrait de votre concert, celui que vous avez donné au couvent des Jacobins à Rennes le 11 mai dernier dans cette sublime écrin, franchement dans ce sublime écrin. Vous étiez accompagné par l'Orchestre symphonique de Bretagne. On écoute un extrait de Crédit Rahen. Every man has a quest.
Magnifique concert exceptionnel qui sera diffusé à l'automne prochain dans son intégralité sur l'antenne de France 3 Bretagne. Dénez, ce morceau Credit Ryan est extrait de votre précédent album, un Enchanting Garden, un album sorti en 2015 qui était entièrement acoustique et qui a eu un succès immédiat. Alors là, vous venez de sortir un nouvel opus, ça s'appelle Mill Ent. Il est sorti donc le mois dernier. À quoi ressemblent les chemins que vous empruntez sur ce 9e album? Parce que ça veut dire 1000 chemins. Est-ce qu'ils sont plus tortueux ou plus balisés? Disons que cet album est une sorte de résumé de tous les chemins que j'ai pu emprunter depuis mes 30 ans de musique. Et il y en a eu. Oui, j'ai commencé donc par le chant a cappella, comme le veut la tradition en Basse-Bretagne, comme le veut le style de la Guerze et du Canadiscan. Et à un certain moment, j'ai voulu habiller ce chant. Et donc là, il y avait 1000 possibilités qui s'offraient à moi, 1000 chemins qui s'offraient à moi. Donc j'en ai emprunté un certain nombre. Je suis allé vers l'électronique, vers le jazz, vers la musique classique, vers la pop, la chanson même parfois. J'ai fait appel à des chanteuses du monde aussi, d'origines différentes, des instruments du monde entier aussi. C'est ce qui fait que vous avez souvent été classé dans la catégorie World Music, c'est ça qui est marrant. Oui. Même pour les transmusicales, les premières transmusicales en 92 quand vous avez chanté, vous étiez le local de l'étape et on vous classe dans la catégorie World Music. Oui, il y en a qui n'aiment pas trop ce terme, mais c'est en fait Peter Gabriel qui l'a inventé ce terme-là, donc moi, ça me convient bien. Ça veut dire que c'est une musique qui est enracinée dans des racines lointaines en fait, c'est ça? Oui, c'est une... Moi, en fait, je me définis un peu comme un arbre qui a pris racine en Bretagne et dont les branches sont un petit peu à l'écoute de tous les vents du monde, en fait. Voilà, je serais né au Tibet, j'aurais eu la même démarche, j'aurais chanté tibétain, j'aurais parlé tibétain. C'est juste. Non, et j'aurais été kabyle, ça aurait été pareil. Mais ma graine a germé en Bretagne. C'est intéressant justement sur le thème de la culture et de l'identité, parce que là on est complètement dedans. Ça me rappelle ce que disait un astrophysicien américain qui s'appelait Carl Sagan et qui disait nous avons tous un berceau, qui est notre culture, mais on n'a pas vocation à rester toute sa vie au berceau. Non, tout à fait. C'est un petit peu le cas pour vous tout aussi. Tout à fait. Et moi je vois le monde un petit peu comme une sorte de grand jardin avec une multitude de fleurs différentes. Et la Bretagne est une de ces fleurs, avec son parfum, sa couleur, sa forme, sa musique, sa langue, ses danses. Et c'est important pour moi de défendre cette musique, cette culture, cette langue, parce qu'elle participe à la diversité du monde. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on aimerait bien que ce jardin soit transformé en un grand champ de maïs transgénique où tous les épis sont bien rangés et bien calibrés. C'est ce à quoi on tend finalement. Parce que finalement, le paysage, qu'on soit en Bretagne, en France ou ailleurs, se ressemble de plus en plus. On a tous les mêmes façons de parler, de s'habiller, Non, pas de parler. Pas de parler. Regardez, il y en a une qui est là pour témoigner de ça ce matin. Les anglicismes arrivent de plus en plus, malgré tout. Il y en a de plus en plus. Et c'est vrai, et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi un accent, d'avoir une langue. Une identité. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on est enfermé, qu'on s'enferme. Très souvent, on me dit tu parles breton, donc tu es communautarisme, nationaliste, indépendantiste, régionaliste. D'abord, les mots en isme, les mots en breton, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y en a un, moi, je me définirais plutôt comme humaniste, tout simplement. Un passeur? Vous vous sentez dans ce rôle-là plutôt? Oui, j'essaye en tout cas. J'essaye de transmettre cette culture à d'autres personnes, soit à des Bretons qui en ont eu honte de cette culture, ou soit à d'autres personnes qui ne la connaissent pas. Vous dédiez carrément cet album à la Bretagne, quand même fort. Oui. Parce que pour vous, elle a été victime d'un ethnocide, c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait, puisque après-guerre, on a interdit aux jeunes Bretons de parler breton.
Imaginons qu'aujourd'hui, n'importe qui, une mère par exemple, voit son enfant revenir de l'école en pleurant parce qu'il a été puni pour avoir parlé français, et que maintenant, à partir de maintenant, on va lui inculquer le chinois ou le russe ou l'anglais. Je pense que les gens ne verraient pas ça comme du tourisme. C'est une forme d'ethnocide. Parce que quand on interdit une langue à un peuple, on enlève son âme en fait, on le tue. C'est une déclaration de guerre qu'on lui fait. Et ça s'est fait en Bretagne, ça s'est fait en Afrique. En Bretagne, les élèves qui parlaient breton en classe, on leur attachait un sabot autour du cou et devaient s'en acquitter en dénonçant un autre camarade surpris à parler breton. Et souvent, il y a des amitiés comme ça qui ont été défaites. Et en Afrique, c'était pareil aussi. En Afrique, on a appris à certains peuples africains, on a imposé aussi à certains peuples africains de parler français. Et là, c'était pas un sabot, mais c'était une corne d'animal sauvage qu'on a rattaché autour du cou. Donc c'était vraiment, pour eux, une insulte énorme. Donc ça fait un grand traumatisme en Bretagne. Donc, il y en a beaucoup qui ont eu honte de parler cette langue pendant longtemps et qui ne l'ont pas transmise aux jeunes générations. En fait, j'imagine que la chance de la langue bretonne et de la culture bretonne, c'est d'avoir aussi été une langue écrite. Ce qui a pu préserver, j'imagine que si ça avait été une langue uniquement orale, peut-être qu'effectivement la transmission ne se faisant pas, ça aurait peut-être été perdu, non? Oui, mais curieusement, la langue bretonne est surtout une langue orale, en fait. C'est ça qui est étonnant. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'on parle encore breton, pour moi, ça relève du miracle. Parce que finalement, on a à chaque fois... Vous participez un peu au miracle aussi, aujourd'hui encore. Je ne sais pas, mais je pense que la musique a beaucoup aidé, déjà. À enlever cette honte-là. Mais à chaque fois, il y a eu quelque chose, un renouveau. À chaque fois, il y a eu une chape de béton qu'on nous a posée dessus à nouveau. Mais tout le temps, il y a toujours une petite fissure dans cette chape de béton qu'on nous a posée dessus. Il y a une fleur toujours, on revient à l'idée de jardin, mais toujours une fleur qui est sortie de ça. Cohen disait, il y a toujours une craque et c'est de là que vient la vie. Il y a toujours une faille et c'est de là que vient la vie. Alors, c'était quand même c'est tout à fait ça. L'identité, la culture et tout, pour lui, c'était vraiment... Donc c'est une force qui reste... ressortait, une force, oui, une force. Et je pense que tant qu'il y aura eu encore quelques Bretonnants en Bretagne qui parlent breton, c'est une étincelle sous cette cendre. Et cette étincelle, un jour, peut refaire un grand feu de joie, je pense. Espérons. Et c'est comme ça que votre chant s'enracine dans cette force que vous souhaitez transmettre. Oui, parce que la Bretagne, le chant breton est universel. D'abord, c'est du chant, on n'est pas dans la chanson. La guerre, oui, ça vous fait bien la distinction. Voilà, la guerre, notamment, est un chant. La chanson parle plus d'état d'âme, parle plus de l'individu. Ah, comme je suis triste, voilà, j'ai vécu telle ou telle expérience. Et que le chant, lui, parle de thèmes universels, comme la mort, comme des thèmes, des événements tragiques qui ont touché une communauté, des naufrages, des guerres, des batailles. Il y a des amours malheureux aussi, des épidémies. Il y a une grande guerre qui date du 7e siècle qui s'appelle la peste des lions, avec des images absolument magnifiques. Et donc ce sont des chants. Ce sont des chants et des chants de mémoire aussi, qui gardent en mémoire des événements qui sont arrivés dans le passé. Vous restez avec nous, Dénès Prigent. On va continuer à discuter avec vous tout au long de cette émission. Pour l'instant, nous sommes à la moitié. Je vais tout de suite rejoindre l'amie Catherine Bossard pour savoir ce qu'elle a retenu de cette première partie d'émission. Jolie discussion ce matin. Oui, en effet. Et surtout une pensée suite à la chronique de Maître Monet à tous ceux dont le prénom et le nom sont une blague de Monsieur et Madame ont un enfant. Je pense notamment peut-être à Hilary Vambus, à Charlatan, à Des Biscottes, à Ted et Bill ou quoi aussi, parce qu'il y a les Monsieur et Madame ont 2 enfants, ont 3 enfants. Oh là là. Guignol. Guili. Voilà, je suis allée sur un site à l'infirmerie, bien sûr, et tous les autres. Donc, pensez à l'infirmerie. Oui, à l'infirmerie. Je ne sais pas s'ils existent, mais je suis allée sur un site de blagues, Monsieur et Madame. Je vais en refaire d'autres, je pense. Merci, Catherine. Vous restez avec nous. À suivre dans quelques instants l'historien Erwan Le Gall qui commentera une archive sur le navigateur Éric Tabarly. Et puis, nous étions donc en 1976. Vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, on retrouvera FBTZ qui nous présentera la Maison du Québec à Saint-Malo. Vous avez déjà entendu tout à l'heure son joli petit accent.
On va évoquer avec vous maintenant les titres qui vous attendent ce midi dans le journal présenté par Éric Pinault. Nous reviendrons sur l'armement des policiers municipaux qui fait débat à Pordic dans les Côtes-d'Armor. Nous découvrirons également un chantier de fouilles archéologiques au parc des Tanneurs à Rennes. Et enfin, nous visiterons le phare de Riantec qui est à vendre, avis aux amateurs. Voilà, on parlait de jardin tout à l'heure et de fleurs qui éclot. Eh bien, on va retrouver justement notre ami Billy au jardin de Brocéliande, au jardin d'essence. Alors là, j'ai hâte, puisqu'on m'a dit que j'allais découvrir un petit moment sympathique. Donc depuis tout à l'heure, ça allait super. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, vous, mais on entre dans une partie la plus agréable, normalement, pour les pieds. C'est de la bouffe. Donc là, heureusement qu'on a cette petite corde sur le côté. Alors oui, effectivement, je peux vous dire que là, ça a beau être frais, mais il fait tellement beau ce matin qu'on est là dans cette sensation très, très agréable du parcours de la bouffe. Donc on nous a dit tout à l'heure, Déborah, là, qui est partie et qu'on retrouvera tout à l'heure, oh là, m'a dit que cette partie-là était la plus appréciée, mais qui était très glissante aussi. Donc là, je fais très attention, parce que moi, j'ai eu la bonne idée de me mettre en blanc. Et donc après, on va réveiller nos pieds avec de l'eau. À mon avis, elle n'a pas l'air bien chaude. Je peux vous dire que là, oh là, alors là, il faut aller très vite là, parce que l'eau, elle est glacée. Hop là. Bon bah les filles, je vous retrouve tout à l'heure et j'espère dans des conditions un peu plus chaudes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy. J'ai pas l'impression que vous ayez tellement le pied marin, contrairement au grand monsieur dont nous allons parler tout de suite. Il s'agit d'Éric Tabarly. Avec vous, Erwan, vous nous présentez une archive. Oui, une archive de l'INA qui revient parce qu'on va commémorer la triste disparition. Oui. Les marins ne meurent pas, ils disparaissent. D'Éric Tabarly, c'était en juin 1998 en mer d'Irlande à bord de Penwick. Et là, on revient sur un des moments absolument majeurs de sa magistrale carrière. On est en 1976, pas très loin du Québec, entre Boston et New York, à Newport. Allez, on regarde. Il était 6 heures ce matin à Newport, on ne l'attendait plus. Soudain, un long bateau à la coque noire, aucun doute possible. La voile portait le numéro 141, le Penwick 6, avec bien sûr à son bord Éric Tabarly. Presque tranquillement, le long ketch noir tournait déjà depuis longtemps dans le port à la recherche d'un quai ou accosté, seul encore. Tabarly a mis 24 jours pour traverser l'Atlantique Nord. Un homme fatigué, mais pas épuisé. Regardez-le bien, il trouve encore la force d'affaler sa grand voile. C'est le tout dernier effort. Imaginez la performance. 4 jours après le départ de Plymouth, son pilote automatique s'est brisé. Tabarly a donc dû barrer pendant toute la traversée et dans des conditions souvent épouvantables. Éric, ça a été dur? Oui, c'est une traversée avec des vents vraiment très très défavorables. Il y a eu beaucoup de mauvais temps, il y a eu 5 dépressions en 8 jours de temps, dont 2 très, très fortes. Et puis alors du vent vraiment sur le nez tout le temps. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez pensé à rebrousser chemin. Bah oui, parce que le 4e jour de course, mon pilote automatique s'est cassé. Alors je me suis dit, bah... Je pense que je vais abandonner. J'ai fait route vers le sud-est à ce moment-là, pendant une journée. Et puis après, je me suis dit non. Vous êtes passé dans les tempêtes, dans les 4 tempêtes, dans les 4 dépressions. Ah oui, oui. C'est-à-dire quel était l'état des conditions à ce moment-là? Bah, les plus fortes, la plus forte a été la 4e. J'en ai eu 5. Hein. La plus forte a été la 4e. Et où il y avait des vents de beaucoup plus de 60 nœuds. Hein. Mon anémomètre va qu'à 60 nœuds et l'aiguille était bloquée en permanence. Vous saviez que vous étiez le premier? Non. Vous l'avez appris quand? Bah, ce matin, là, juste en arrivant dans le port, avec les premiers qui sont venus à ma rencontre. Et c'est votre plus belle victoire, vous pensez? Enfin, en tout cas, je suis bien content. En tout cas, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais...
Erwan, c'est probablement la plus belle victoire d'Éric Tabarly que cette Transat 76. Oui, ça arrive à un moment de creux dans sa carrière. Alors, c'est pas un nouveau venu sur la scène médiatique. Il le remporte pour la première fois en 1964 à bord de Penwick 2. Et c'est un événement, parce qu'il bat Robin Knox-Johnson, Francis Chichester et tous les Britanniques. Pour la première fois, un Français dame le pion aux Anglais, Britannia Bulls de scie. Et donc, Éric Tabarly devient tout de suite une icône de la République gaullienne, une icône de cette modernité gaullienne, et qu'on voit en 1976 sur ce bateau, ce Penwick 6, qui est un ketch de 22 mètres de long, avec une quille, avec un lest à l'uranium appauvri. Donc on est vraiment dans la modernité. Et cette édition de la Transat, c'est Mad Max. Il y a tous les plus grands, je vous jure, il y a tous les plus grands. Il y a Jean-Yves Terlin, Mike Birch, Eugène Réguidel et Alain Colas qui est sur un navire qui s'appelle le Claude Méditerranée, qu'il manœuvre seul, et le navire fait 76 mètres de long. Autant dire qu'il n'est pas au Club Med, le gars. Non, c'est clair. Exactement. Et donc, la victoire de Tabarly, elle rentre tout de suite dans la légende de la voile, mais plus largement du sport français. Et il y a en plus une véritable rivalité entre Tabarly et Alain Colas. Oui, et c'est une rivalité qui dépasse de très loin le cadre sportif. Et c'est pour ça que cette image de nos amis de l'INA, cette archive, elle est passionnante. On voit Alain Colas, il navigue sur un navire qui porte le nom d'une marque. Tabarly, c'est pas le cas. Et on est sur deux modes extrêmement différents. Alain Colas communique en mer. Éric Tabarly ne communique pas en mer. Il ne pense même pas à allumer sa radio. Si bien quand il arrive, il sort de la brume, là, en 76 et à Newport. Il y en a même qui le croient perdu. Donc c'est intéressant parce qu'on voit un basculement dans une certaine forme de modernité avec une voile qui devient un sport de masse, un sport spectacle avec de la communication. Et quand on voit aujourd'hui le Vendée Globe, par exemple, ils sont dans les 50e hurlants au large de la Tasmanie, eh bien, ils communiquent avec leur groupe, ils envoient ça par satellite parce qu'il faut montrer des images. Et quelque part, cette victoire de Tabarly en 76, eh ben, elle marque la fin de ça, cette petite part de mystère, moi que j'aimais bien. On parlait de philosophie, de littérature, la grande route, évidemment, moi Tessier. Et ben là, c'est fini, on passe à autre chose. C'est du sport, c'est de la régate sur les 5 océans. Et c'est aussi du business, du coup. Et c'est aussi c'est l'avènement du business. Évidemment. Dans le sport. Merci beaucoup, Erwan, de nous avoir présenté cette très très belle archive. Alors d'ailleurs, dans le cadre de l'anniversaire de la disparition de Tabarly, notez plusieurs rendez-vous sur France 3 à Bretagne à venir. Le 10 juin, un littoral spécial Cité de la Voile. Dans vos éditions d'information, la diffusion d'Itinéraire Bretagne également sur Éric Tabarly à compter du 11 juin, ainsi qu'un documentaire inédit lundi 11 juin au soir. Éric Tabarly, coureur d'océan. Ce sera après le Grand Soir 3. Et puis chez nous, dans la matinale, vendredi 15 juin, un duplex de Sylvie Denis depuis Lorient, ainsi qu'un itinéraire week-end le soir même. Voilà pour le programme. On fêtera donc cet anniversaire, ce triste anniversaire malheureusement. Je vous propose maintenant qu'on parle d'un autre documentaire qui vous concerne, Dénez, un documentaire qu'on va vous présenter en avant-première parce qu'il est encore au montage chez nous. Il s'appelle Dénez, le champ magnétique. C'est celui qu'ont consacré deux réalisateurs bretons à Dénez, Gilbert Carsou et Laurent Gézéquel. Un documentaire produit par 1001 Films qui sera diffusé à l'automne prochain sur notre antenne. C'est donc une exclusivité. Je vous propose de le découvrir. On a l'impression que c'est moi qui fais, mais c'est pas moi en fait. Quoi. Bah ouais. C'est pas le même thème en fait. On peut peut-être faire une prise, on voit. Ouais, tu peux sortir la voix. Ouais, peut-être. Sur la voix, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bon, on va la voir. Moi, c'est important que les gens qui quittent le studio après avoir travaillé avec moi se disent tiens, j'ai amené mon art plus loin que ce que je n'espérais avant de venir. Ça, c'est important pour moi. Et c'est valable pour eux comme c'est valable pour moi. Le jour où j'aurai plus ce sentiment-là, j'arrêterai. J'ai du mal. En fait, il est là, à portée de main, le rêve. Là, on est dans le miracle, en fait.
On est dans le miracle. Voilà, on est en prise directe avec nous-mêmes finalement. Ouais. Ouais. Là, on est au début du temps, on est à la fin des temps, on est entre les temps. Et là, ça me donne envie, voilà, ça me donne déjà regarder ça, ça me donne envie de prendre un crayon et d'écrire, quoi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est direct, là. J'aurais pas eu ce paysage-là, je pense pas que j'aurais écrit des Goers aujourd'hui. Magnifique séquence, émouvante. C'était où? C'était à Roscoff? Là, c'était à Santec. Ouais. À Santec. Oui, oui, là où j'ai passé sur les rivages, où j'ai passé mon enfance, en fait. Ouais. Vous dites des choses très fortes. Hein. Il est là, le rêve à portée de main. Là, on est dans le miracle. On est en prise directe avec nous-mêmes. Waouh. Oui. Sans ce paysage, vous n'auriez pas pu écrire, non, chanter? mais aujourd'hui, curieusement, c'est vrai que les gens oublient de plus en plus de regarder le monde autour d'eux. Ils vivent de plus en plus devant des écrans. Donc devant des écrans d'ordinateur, de téléphones portables, de télévision, de tablettes. Et ils vivent plus dans un monde virtuel que réel. Alors comme le monde réel est si beau, quoi. Et finalement, ils en oublient de le regarder. Parfois, même les gens, ils sont dans des paysages comme ça, ils sont avec leur portable, ou ils photographient avec leur portable. Le selfie. Voilà. Ils passent plus de temps à voir ce paysage dans l'écran de leur portable qu'en vrai. Comme dans les concerts, souvent. Alors que quand on est en face d'un paysage comme ça, on est submergé par une sorte d'émotions, d'émotions très anciennes, qu'ont eu les premiers hommes aussi. Et ça, c'est important de garder, c'est ce qui fait qu'on est toujours des êtres humains, jusqu'à présent. Dénès, vous êtes quelqu'un d'assez mystérieux, hein, pour ne pas dire mystique. Vous n'aimez pas trop les médias, on va pas se le cacher. Hein. D'ailleurs, il y a Martine qui nous dit c'est si rare de voir Dénès à la télé, merci. Ben voilà, vous voyez, vous nous faites l'honneur d'avoir accepté cette invitation. Ça va, vous vous sentez à l'aise? Ça va, tout va bien. Ça va, j'ai renversé un verre d'eau. C'est rien, ça, c'est votre côté verso. Voilà, si bien, on a l'impression que depuis 30 ans, finalement, on voit presque un peu tout le temps la même photo de vous en noir et blanc sur une scène avec le doigt dans l'oreille. Oui. Ça a été facile, évident, d'accepter de vous livrer à ces deux réalisateurs, ou alors ils sont juste tombés au bon moment? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Ils m'ont appelé, et puis donc c'est vrai que moi j'ai répondu, parce que c'est vrai que je pense que ça arrivait j'avais fait 30 ans de parcours musical, je pense que c'était le bon moment en fait. Avant, je pense que j'aurais peut-être décliné leur invitation, je n'avais peut-être pas suffisamment de choses à leur dire. Mais là, je pense que c'est un petit peu comme mon disque aussi, à l'image de ce disque, voilà, où c'est une sorte de grands chapitres de mon existence qui est clos. Et donc, je pense que c'est intéressant, effectivement, de faire un... Voilà. Mais ils m'ont poussé, ils ont été impitoyables, ils m'ont poussé jusqu'au bout. J'avais certaines choses que je ne voulais pas dire, mais ils ont réussi. Hein. Ouais, mais ils ne vous ont pas forcé non plus, mais je crois que c'était parce que vous étiez en confiance. Vous ne savez rien, mais vous direz tout. Quoi. Donc, j'ai dit certaines choses qu'après le coup, je me suis dit, j'aurais pas dû dire ça, mais c'est trop tard. Et eux, ils étaient bien contents. Mais bon, c'est bien, ça m'a fait du bien. D'un point de vue psychologiquement, ça m'a fait du bien de lâcher certaines choses aussi que j'avais en moi, et que peut-être j'avais besoin d'exprimer. Voilà. C'est tout le talent de Gilbert Kersou et Laurent Gézéquel. Hein, donc c'est un documentaire qu'on découvrira à l'automne prochain sur notre antenne. Ils vous ont suivi pendant 2 ans, c'est quand même pas rien, tout au long de la conception de cet album, Mille Ent. Vous êtes un perfectionniste, un puriste, hein, on le voit même rien que dans cet extrait. Comment évolue votre art? Parce qu'on peut parler d'art. C'est un petit peu comme Éric Tabarly quand il va en mer, hein, c'est au gré des vents. C'est au gré des vents. C'est le vent qui me pousse vers tel ou tel endroit. Voilà, il y a des rythmes différents aussi. Tantôt c'est plus lent, tantôt c'est plus rapide. Il y a des moments de réflexion, des moments où tout est... voilà, là il faut monter les voiles parce que le vent arrive. Voilà, il y a des empressements, des... Puis vous savez vous entourer aussi, parce qu'il y a des collaborations, comme souvent dans vos albums, mais là, voilà, il y a une tertienne, il y a d'autres collaborations. Pour vous, c'est essentiel de s'entourer comme ça sur un album? Pour moi, je définis mal je ne peux pas définir la musique sans rencontre. Pour moi, je n'envisagerais pas de faire de la musique sans rencontre. Pour moi, les rencontres sont essentielles. Parce qu'à partir de 2 entités musicales ou 3,
on réussit à faire finalement une seule entité musicale. Et c'est comme si on ouvrait une fenêtre sur un paysage jusqu'alors insoupçonné. C'est pas qu'on crée un nouveau style musical, mais on découvre des choses absolument merveilleuses. C'est comme si, voilà, comme quand on met deux couleurs l'une à côté de l'autre, chacune, voilà, elle a une valeur en soi, chacune d'entre elles, et quand on les met, quand on les juxtapose, ben, elles rayonnent de façon différente. Et donc ça, c'est important pour moi, les rencontres. On l'a bien compris, vous êtes quelqu'un de très ouvert. Alors, merci beaucoup, Dénès, d'avoir été avec nous. On va ouvrir, si vous le voulez bien, une autre fenêtre, mais cette fois-ci sur le Québec, avec Ève Béthez, qui est responsable de la Maison du Québec à Saint-Malo. Vous pouvez nous dire ce qu'est cette Maison du Québec? On ne savait pas qu'il y avait ça à Saint-Malo, en fait. Ben écoutez, c'est très bien et surtout, je crois que ça touche beaucoup de thèmes qu'on a évoqués. Les rencontres, la culture, les racines, l'échange, l'autre. Les échanges franco-québécois sont ancrés en Bretagne de plusieurs façons, bien sûr au niveau de la culture, éminemment et surtout à la Maison du Québec, mais aussi dans plein d'autres sphères d'échanges scientifiques, maritimes. Vous êtes très attachés à la mer, donc le Québec et Saint-Malo. C'est ce premier voyage de Jacques Cartier il y a longtemps. C'est nos racines, c'est vos racines. Donc, la Maison du Québec à Saint-Malo, c'est cette chance, cette maison donc, qui est classée au patrimoine, un écrin sur les remparts de Saint-Malo qui offre tout au long de la saison estivale énormément de découvertes, de sensations aussi. Donc, on a eu la chance de recevoir Oudak, qui est un nouveau regard sur les images, le quotidien. Vous parliez des écrans. Donc, quelle est notre perception à l'heure actuelle des images, comment on les traite? Quel est notre recul ou pas par rapport à l'image. On a eu la chance aussi, dans Étonnant Voyageur, de discuter de l'identité, de l'exil. Qu'est-ce que c'est de voyager, de s'intégrer ailleurs et peut-être de faire un voyage physique, mais aussi intérieur par des changements profonds. Donc, c'est des découvertes, c'est des partages. Et c'est une programmation très riche également. C'est une programmation très riche. Qu'est-ce qui nous attend? Donc, par exemple, ce soir, on a un film qui est très, très beau, plein de poésie, Henri, qui est l'histoire un peu d'une Amélie Poulain, qui est rêveuse. Voilà, donc c'est Henri qui a toujours illuminé la vie des gens puisqu'il pose des lampes, c'est son métier. Et donc, il se retrouve un peu seul et voilà, illumine la vie des gens. Donc, on a ici l'image qui est magnifique, d'ailleurs, c'est la résonance magnétique d'une timbale. Donc, c'est une exposition qui est tout l'été à la Maison du Québec à Saint-Malo, qui explique la science par des images. Donc, vraiment, comment interpeller, je dirais surprendre et apprendre par la science. Donc, tout l'été, il y aura donc cette exposition qui est en collaboration avec l'ACFAS, qui est vraiment une société, un organisme qui veut illustrer la science, la vulgariser. Donc, Cinéma du Québec, tous les jeudis soirs à 20h30. Donc, on aura vraiment la chance d'avoir un film sur Félix Leclerc, donc grand poète, très connu, chansonnier, et donc sur l'histoire de Félix Leclerc. Alors, je vois un autre visuel. Dans quelques jours, il y aura, et la photo risque de vous interpeller aussi, au rythme du Québec. Donc, qu'est-ce que le Québec évoque en termes de rythme, en termes d'iconographie, en termes d'image? Donc, on invite les Français à nous envoyer leurs photos sur leur rythme du Québec. Et je crois que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au paysage, par rapport à l'ancrage, le Québec a bien sûr des paysages magnifiques, beaucoup d'eau, 10 000 lacs, je ne veux pas faire de jaloux, mais il pleut un peu moins qu'en Bretagne. Mais en fait, c'est vraiment d'illustrer, bien au-delà de l'image, un rythme, une sensation du Québec. Donc, on invite tous ceux qui sont allés au Québec, qui sont encore au Québec, de nous envoyer leur rythme du Québec. Qu'est-ce que pour eux, le Québec? Donc, concours photo qui va commencer. Tout le monde, voilà. Merci beaucoup, Ève. Et puis, on ne peut qu'inviter nos téléspectateurs à se rendre à cette Maison du Québec à Saint-Malo, sur les remparts. Sur Facebook, donc Maison du Québec à Saint-Malo. Et il y a bien sûr du chant, il va y avoir de la danse contemporaine. Donc, vraiment une programmation très, très riche. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission, quasiment. On va d'abord retrouver Billy au Jardin des Sens. On va voir où il en est. Alors, là, j'ai fait quoi, les filles?
Eh ben, parce que moi je m'éclate là au Jardin des Sens, c'est un parcours pour les enfants, les adultes aussi on peut s'amuser. Donc ici il y a plein d'enfants partout l'après-midi. Donc ce matin, là on a le privilège, on est tout seul. Donc j'ai sauté et là on arrive à l'animal auquel on ressemble. Alors attention, je ressemble à quoi? Je saute comme une grenouille. C'est pas mal déjà quand même, une belle grenouille. Alors il y a plein d'autres trucs, venez voir. Là on a encore par ici un autre jeu et Déborah, je vais avoir besoin de toi parce que tu m'as dit que là, on pouvait jouer à la corde à sauter à l'eau. C'est ça? À la corde à sauter à l'eau, c'est ça? C'est une nouveauté de cette année sur une idée de jeunes étudiants qui a été recréée ici par les équipes des jardins. C'est notre corde à sauter. À sauter. Ça mouille avec beaucoup, de l'eau. quoi. Ça mouille un petit peu. C'est pour ça que tu voulais pas le faire. C'est pour ça que je voulais pas le faire, effectivement. Alors, donc, ça va arriver par où? Je sais pas. Il faut que je saute? Soit tu rentres dedans quand je fais tourner la corde, soit tu restes au milieu et là je promets pas où ça sort. Ok, alors du coup. Voilà. Ah oui, quand même. Quand même. Oui, mais ça mouille vachement. Oui, on y alors, va. bah vas-y. Allez, je tourne. Oh, d'accord. Donc il faut être bien synchro parce que sinon tu te prends de l'eau partout. Bon, bah vous avez compris qu'ici au Jardin des Sens, on passe un excellent moment. Les gamins vont s'amuser, les parents aussi. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Ici au jardin, ciao ciao. Vous avez l'air de vous éclater, Émilie. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. On va vous laisser sécher entre-temps. Clitorine nous a rejoint. Oui, Bonjour Clitorine. Ouais, coucou, je m'appelle Clitorine Morano. Je suis en terminale L au lycée Éric Tabarly de Roscoff. Je voulais juste... Alors, j'ai changé de prénom parce qu'avant, je m'appelais Nadine, mais ça le fait trop pas. Alors, je voulais juste dire que c'est chouette. Le lycée Éric Tabarly, on fait beaucoup de cours. Et je voulais faire un coucou à Nutella Mengele, qui est une pétasse. Coucou. Je l'aime pas. On est un peu les Éric Tabarly et un Lincola de la TL2. Mais bon, ça va, c'est cool. Je voulais faire coucou à Marie-Jennifer Tremblay aussi. C'est ma choresse de Québec. Vous voyez, on a des liens aussi. On a des cours de québécois. Et puis, on va aller au Québec bientôt. Ça va être cool. Voilà. Alors, le lycée Éric Tabarly, c'est plutôt cool parce que nous aussi, c'est un lycée un peu expérimental. Nous aussi, en cours de français, on fait des balades sur la plage pour écrire. C'est plutôt cool. On apprend des chansons de d'Énès Prigent. Mais je sache... D'Énès maintenant. Il n'y a plus Prigent. Ah, pardon, d'Énès. Ah, bah ça, on n'a pas la mise à jour des cours. Mais je dirais ça et tout. Merci. Et voilà. Merci, donc c'était cool. Juste une petite citation d'un philosophe. Oui. La vie est un parcours sensoriel, mais parfois certains doivent traverser des champs de ronces. Voilà. Merci. Merci Catherine. Merci beaucoup. À demain, 9h50. À demain à tous. Nous mettrons à l'honneur ces Bretons qui ont fait la France. C'est le titre du livre que vient de sortir Régis Le Sommier, qui est directeur adjoint de Paris Match. Il viendra nous en parler. Merci beaucoup, Dénès, d'avoir été à nos côtés. Vous serez au Festival de Cornouailles en juillet et à l'Interceltique de Lorient en août avec, à nouveau, l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Oui, pour la 4e fois, oui. Ça devient une habitude. Ah oui, j'ai l'impression de surfer sur l'eau, d'être sur hydrofoil avec eux. Merci beaucoup à vous. Belle journée à tous. À demain, 9h50.